Le vent hurlant découpait le silence de la nuit parisienne, charriant des flocons de neige qui dansaient sous la lueur blafarde des lampadaires haussmanniens. Au milieu de cette scène hivernale implacable, une petite silhouette solitaire se déplaçait avec un acharnement désespéré. Amélie, une fillette de 5 ans à peine, poussait un chariot de supermarché rouillé, ses doigts minuscules agrippés fermement aux barres de métal glacées. À l'intérieur du chariot, enveloppés dans de minces couvertures usées, gisaient ses frères et sœurs jumeaux de 6 mois, Maxime et Sophie, leurs petits visages empourprés par le froid perçant à travers les couches de tissu, leurs grands yeux fixés sur leur sœur aînée qui luttait contre la tempête. Amélie s'arrêta un instant, haletante, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. Elle regarda les bébés, son cœur se serrant à la vue de leurs lèvres tremblantes, et avec soin, elle ajusta les couvertures, tentant de les protéger du vent incessant. « Ça va aller, » murmura-t-elle, sa voix presque avalée par la tourmente. « On va trouver un endroit chaud, je le promets. » Un flashback soudain envahit son esprit. L'abri précaire où ils avaient de passer les dernières nuits, le toit qui fuyait, les murs fins qui protégeaient à peine du froid, le sol dur où ils dormaient, blottis les uns contre les autres. Amélie secoua la tête, chassant ce souvenir. Il ne pouvait pas y retourner, pas avec l'hiver qui devenait de plus en plus rude. Rassemblant ses dernières réserves de force, Amélie continua de pousser le chariot, chaque pas étant une bataille contre le vent et la neige qui s'accumulaient et atteignaient déjà ses genoux. Ses bottes, bien trop grandes et pleines de trous, protégeaient à peine ses pieds du froid mordant. Les jumeaux commencèrent à gémir, leurs doux pleurs étouffés à la fois par les couvertures et le hurlement du vent. Amélie sentit des larmes chaudes rouler sur ses joues glacées. Elle devait trouver un abri, elle devait protéger ses petits frères. La neige tombait maintenant plus fort, réduisant la visibilité à quelques mètres. Amélie luttait pour garder les yeux ouverts, clignant rapidement pour chasser les flocons qui s'accumulaient sur ses cils. Le chariot semblait plus lourd à chaque pas et ses bras tremblaient d'épuisement. C'est alors qu'elle le vit. En tournant un coin de rue, les lumières dorées d'un immense bâtiment brillaient à travers le rideau de neige. Un hôtel, grandiose, luxueux et surtout chaud. Avec un espoir renouvelé, Amélie dirigea le chariot vers l'entrée de service de l'hôtel, son cœur battant la chamade, un mélange d'épuisement et d'optimisme désespéré. Alors qu'elle s'approchait, le contraste entre le monde gelé qui l'entourait et la chaleur émanant du bâtiment était presque douloureux. Amélie s'arrêta devant une porte de service, hésitante. Elle savait que les gens comme elle, sales, pauvres, sans abri, n'étaient pas les bienvenus dans des endroits comme celui-ci, mais les pleurs des jumeaux devenaient plus forts, et elle sentait le froid s'infiltrer jusqu'à ses os. Avec un courage né du désespoir, Amélie leva sa main tremblante et frappa à la porte. Le son sembla résonner dans la nuit silencieuse, assourdi par la neige qui tombait. Pendant qu'elle attendait, priant pour que quelqu'un réponde, Amélie regarda ses frères. Leurs petits yeux étaient maintenant fermés, leurs joues roses et rouges à cause du froid. Elle savait qu'ils ne survivraient pas une minute de plus dans ce gel mortel. « S'il vous plaît », chuchota-t-elle en frappant à nouveau, plus fort cette fois. « S'il vous plaît, que quelqu'un nous aide. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Amélie frappa une fois de plus, ses petites mains martelant maintenant la porte avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. « À l'aide, s'il vous plaît » cria-t-elle, sa voix rauque et désespérée, disparaissant dans la tempête. Des larmes gelèrent sur ses joues alors qu'elle continuait de frapper, le son de ses poings sur la porte se mêlant aux sanglots des bébés et aux hurlements du vent. Amélie jeta un coup d'œil autour d'elle, la panique commençant à s'emparer d'elle. La neige tombait de plus en plus fort, le froid tranchant à travers ses vêtements fins. Elle ne savait pas combien de temps les jumeaux pourraient encore tenir. Avec un dernier regard sur la porte silencieuse, Amélie prit une décision. Elle ne pouvait pas rester là à attendre une aide qui ne viendrait peut-être jamais. Rassemblant ce qui lui restait de force, elle recommença à pousser le chariot, contournant le bâtiment. Il devait y avoir une autre entrée, une autre chance. Amélie refusait d'abandonner.
À chaque pas douloureux dans la neige profonde, elle répétait les mêmes mots pour elle-même et pour les bébés. « On peut y arriver, on va s'en sortir, je le promets. » La tempête rugissait autour d'elle, mais Amélie continuait d'avancer, petite figure de détermination face à la fureur de l'hiver, portant le fardeau précieux de ses espoirs et l'avenir incertain qui l'attendait. Henri Dupont ajusta sa cravate en soie, un geste automatique après des années de réunions tendues. À 60 ans, le magnate propriétaire de la chaîne des hôtels Majestic dirigeait toujours son entreprise d'une main de fer, mais cette soirée avait été particulièrement épuisante. Des discussions animées sur des expansions et des coupes budgétaires avaient traîné pendant des heures, le laissant vidé et irritable. Décidant d'éviter le hall principal et les plaisanteries inévitables, Henri opta pour sortir par l'arrière de l'hôtel. Il avait besoin d'une bouffée d'air frais et d'un moment de solitude avant de retourner à son penthouse vide. En ouvrant la porte de service, il fut accueilli par une rafale de vent glacé et de neige. Marmonnant dans sa barbe, il releva le col de son manteau en cachemire, prêt à braver la tempête jusqu'à sa voiture. C'est alors qu'il l'entendit. Un son faible, presque avalé par le hurlement du vent. Un cri. Henri s'arrêta, fronçant les sourcils, ses yeux habitués au couloir sombre de l'hôtel, scrutant l'obscurité. Et là, partiellement caché par les ombres, il vit une petite silhouette poussant quelque chose. « Qui est là ?» lança-t-il, sa voix profonde tranchant l'air froid. La silhouette s'arrêta et, un instant, Henri pensa qu'elle allait fuir. Mais ensuite, lentement, la silhouette se tourna vers lui. Henri sentit l'air lui manquer. Une petite fille, pas plus de 5 ans, se tenait devant lui. Son visage sale et pâle était encadré de cheveux emmêlés, et ses yeux étaient grands et effrayés, mais brillaient d'une détermination qui le prit par surprise. « S'il vous plaît, monsieur », la voix de la fillette était à peine plus qu'un murmure. « Pouvez-vous nous aider ?» Henri s'avança, remarquant pour la première fois ce que la fillette poussait, un chariot de supermarché rouillé. Et à l'intérieur, « Mon Dieu !» murmura-t-il en voyant les 2 bébés enveloppés dans de fines couvertures. « Ils ont froid, » dit la fillette, sa voix tremblante. « J'ai essayé de les garder au chaud, mais... » Henri agit par instinct. En quelques secondes, il fut à côté du chariot, sentant le froid qui émanait des enfants. « Venez avec moi, dit-il, son ton indiquant clairement que ce n'était pas une demande. Maintenant. » La fillette hésita un instant, mais l'un des bébés se mit à pleurer, comme pour décider à sa place. Henri prit les 2 bébés dans ses bras, sentant à quel point ils étaient froids, même à travers ses vêtements. « Prends le chariot, » ordonna-t-il à la fillette. « Nous rentrons. » Alors qu'il les guidait à l'intérieur, le cœur d'Henri battait la chamade. Que faisait-il? C'était de la folie. Il aurait dû appeler les autorités, les laisser gérer ça. Mais quelque chose dans les yeux de cette fille, dans la façon dont elle protégeait les bébés. Une fois qu'ils furent dans le couloir de service chaud de l'hôtel, Henri put enfin voir les enfants clairement. Et c'est là qu'il ressentit un étrange malaise. Il y avait quelque chose de familier dans les traits des bébés, la forme du nez de la fillette. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais ce sentiment le troublait. Monsieur Dupont, la voix surprise de l'un de ses employés, Julien, le ramena à la réalité. « Tout va bien ?» « Oui, Julien, » répondit Henri, son ton ne souffrant aucune contestation. « Préparez la suite présidentielle. » L'employé le dévisagea, confus par la présence des enfants, mais des années de travail pour Henri lui avaient appris à ne pas poser de questions. « Oui, monsieur. Tout de suite. » Dans l'ascenseur privé, Henri observait la fillette. Elle était clairement épuisée, mais son regard ne quittait jamais les bébés. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Amélie, » répondit-elle, le regardant avec méfiance. « Et eux, ce sont Maxime et Sophie. » Henri hocha la tête, le malaise grandissant. Ses prénoms? Pourquoi lui semblaient-ils si familiers? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur la suite présidentielle. Amélie regarda, émerveillée, le luxe qui l'entourait. Julien appela Henri à l'employé qui les avait suivis.
apporter des vêtements propres pour les enfants et demander à la cuisine de leur préparer quelque chose de chaud. De la soupe peut-être. Tandis que Julien se dépêchait d'obéir, Henri conduisit Amélie dans la salle de bain principale. « Donnons-leur un bain chaud », dit-il en commençant à remplir l'immense baignoire. Amélie observait chacun de ses gestes, toujours méfiante, mais visiblement soulagée d'être au chaud. « Ta mère » commença Henri avec hésitation. « Où est-elle » Le visage d'Amélie s'assombrit, une ombre passant sur ses yeux. « Elle est partie » fut tout ce qu'elle dit. Henri décida de ne pas insister. Il y aurait du temps pour les questions plus tard. Pour l'instant, l'important était de s'occuper de ses enfants. Ils baignèrent de soigneusement les jumeaux, qui se ranimèrent à la chaleur de l'eau. Amélie, bien qu'épuisée, insista pour aider, ses petits doigts doux tandis qu'elle lavait ses frères. Quand Julien revint avec des vêtements et de la nourriture, Henri se retrouva dans une situation surréaliste. Le voilà, l'un des hommes les plus puissants du pays, en train de nourrir des bébés et d'aider une fillette de 5 ans à s'habiller. Alors que les enfants mangeaient leur soupe chaude, Henri ne pouvait s'empêcher de les regarder. Le malaise d'avant ne faisait que grandir. Quelque chose dans les gestes d'Amélie, la façon dont les bébés souriaient. « Amélie, dit-il doucement, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Comment vous êtes-vous retrouvée dans la rue ?» La fillette posa sa cuillère, des larmes perlant dans ses yeux. Maman a dit qu'on devait s'enfuir, que c'était dangereux de rester. Mais ensuite il y a eu un accident. Elle déglutit difficilement. Elle ne s'est pas réveillée. J'ai essayé de la réveiller, mais... Henri sentit sa poitrine se serrer. « Et ton père ?» Amélie frissonna visiblement. « C'est un méchant homme. Maman a dit de ne jamais le laisser nous trouver. » Les mots d'Amélie résonnèrent dans l'esprit d'Henri, remuant des souvenirs qu'il avait longtemps essayé d'enterrer. Des souvenirs de sa propre fille, Élise, qui avait disparu des années plus tôt après une terrible dispute. Secouant la tête pour chasser ses pensées, Henri se reconcentra sur le présent. Ses enfants avaient besoin d'aide, peu importe qui ils étaient. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Je vais m'occuper de vous cette nuit, et demain, on verra ce qu'on fait. » Amélie le regarda, un mélange d'espoir et de peur dans les yeux. « On peut rester ?» Henri hocha la tête, ressentant une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Oui, ma chérie, vous pouvez rester pour le moment. » Une fois les enfants enfin endormis, épuisés mais en sécurité, Henri resta à veiller. En regardant ces petites silhouettes endormies, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus dans cette histoire, quelque chose qui le liait à ses enfants d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Avec un soupir, il s'installa dans un fauteuil voisin. Demain, se promit-il, il commencerait à enquêter. Il découvrirait la vérité sur ses enfants et pourquoi ils lui semblaient si étrangement familiers. Pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était de veiller sur leur sommeil et de se préparer à tout ce que le destin leur réservait. Le soleil s'était à peine levé quand Henri Dupont se réveilla, le cou endolori par une nuit passée dans le fauteuil. Un instant, il fut désorienté, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur les 3 petites silhouettes endormies dans le lit king-size de la suite présidentielle. Les événements de la nuit précédente le frappèrent comme une vague. Se levant en silence, Henri s'approcha du lit. Amélie dormait sur le côté, un bras protecteur autour des jumeaux. Son visage, maintenant propre, paraissait encore plus jeune et plus vulnérable à la lumière du matin. Henri sentit un pincement au cœur, un mélange de compassion et d'un inexplicable sentiment de familiarité. Prenant son téléphone, il sortit sur le balcon de la suite. L'air froid du matin l'aida à clarifier ses pensées alors qu'il composait un numéro familier. « Franck, c'est Henri. C'est... J'ai besoin de tes services. C'est une affaire délicate et urgente. » Franck était son détective privé de confiance depuis des années, discret et efficace. Henri lui offrit une brève explication de la situation, omettant ses soupçons personnels. « Je veux tout ce que tu peux trouver sur ces enfants et leur mère. » « Priorité absolue, »
Franck, et discrétion totale. Mettant fin à l'appel, Henri retourna à l'intérieur pour trouver Amélie réveillée, l'observant avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Bonjour, Amélie, » dit-il doucement. « Tu as bien dormi ?» La fillette hocha lentement la tête. « Les bébés, ils n'ont pas pleuré de la nuit. Ça n'arrive jamais. » Henri sourit. « Eh bien, je suppose qu'ils ont aimé le lit confortable. Et si on prenait le petit déjeuner ?» En attendant le service d'étage, Henri essaya de parler à Amélie, espérant en apprendre plus sur son histoire. « Amélie, peux-tu me parler un peu plus de ta maman? Comment était-elle » La fillette resta silencieuse un instant, tripotant l'ourlet de sa nouvelle chemise de nuit. « Elle était belle, » dit finalement Amélie, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Et elle nous chantait des chansons tous les soirs. Mais parfois, elle pleurait quand elle pensait que je dormais. » Henri sentit son cœur se serrer. « Et vous viviez dans une maison avant l'accident » Amélie secoua la tête. « Non, on bougeait beaucoup. Maman disait que c'était une aventure, mais je savais qu'elle avait peur. » Avant qu'Henri ne puisse en demander plus, les jumeaux commencèrent à gémir, tirés de leur profond sommeil. Amélie se leva d'un bond pour s'occuper d'eux, sa manière passant d'un enfant vulnérable à une petite soignante en un instant. En regardant Amélie s'occuper de ses frères, Henri ne put s'empêcher de remarquer certains maniérismes, la façon dont elle penchait la tête ou fronçait les sourcils en se concentrant, des gestes qui remuaient en lui de lointains souvenirs. Le petit déjeuner arriva, et Henri observa avec un mélange d'admiration et d'inquiétude Amélie nourrir habilement les jumeaux avant de manger son propre repas. Il était clair que la fillette avait assumé des responsabilités bien au-delà de son âge. « Amélie, » commença Henri avec précaution, « tu as fait un travail formidable en t'occupant de tes frères, mais je veux que tu saches que maintenant, tu peux juste être une enfant. Je vais aider à prendre soin de vous tous. » Amélie le regarda avec un mélange de soulagement et de méfiance. « Combien de temps on peut rester ?» La question prit Henri au dépourvu. Il n'avait pas encore pensé au long terme, mais l'idée de renvoyer ses enfants provoquait en lui un sentiment de crainte inexplicable. « Pour l'instant, vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire, » dit-il en essayant de paraître rassurant. « Ne t'inquiète pas de ça maintenant, d'accord ?» La journée passa dans un tourbillon de biberons, de couches et de tentatives pour mettre Amélie plus à l'aise. Henri annula tous ses rendez-vous, déléguant des tâches à ses cadres. Pour la première fois depuis des années, son attention était entièrement tournée vers les enfants et le mystère qui les entourait. L'après-midi, alors que les jumeaux faisaient la sieste, Henri trouva Amélie assise sur le balcon, contemplant pensivement la ville en contrebas. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Amélie prit un moment pour répondre. Maman aimait les endroits en hauteur. Elle disait qu'on pouvait voir l'avenir d'en haut. Henri sentit un pincement au cœur. « Ta mère semble être une personne très spéciale. » Amélie hocha la tête, les larmes montant à ses yeux. « Elle me manque ?» Sans réfléchir, Henri passa un bras autour des épaules d'Amélie. À sa surprise, elle ne se retira pas. Au contraire, elle se blottit contre lui, comme si elle se laissait enfin réconforter. À ce moment-là, Henri prit une décision. Peu importe ce que son enquête révélerait, il protégerait ses enfants. S'ils étaient vraiment ses petits-enfants, comme son cœur le croyait de plus en plus, il ferait tout son possible pour rattraper les années perdues. Cette nuit-là, après que les enfants se furent enfin endormis, Henri reçut un message de Franck. « Premières infos arrivent. C'est compliqué. On doit se parler en personne. » Henri sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'avait découvert Franck? Il avait à peine commencé à traiter le message quand un cri aigu déchira le silence de la suite. Se précipitant dans la chambre, Henri trouva Amélie se débattant dans le lit, prise dans un terrible cauchemar. « Amélie ! Amélie, réveille-toi » l'appela-t-il en la secouant doucement. Les yeux d'Amélie s'ouvrirent brusquement, remplis de terreur. La voiture? Le bruit? Maman! Henri la prit dans ses bras, sentant son petit corps trembler contre lui. « Chut, tout va bien. C'était juste un mauvais rêve. » «
Tu es en sécurité maintenant. » Progressivement, Amélie se calma, sa respiration revenant à la normale. Henri continua de la tenir, murmurant des mots apaisants. « Tu veux me parler du rêve ?» demanda-t-il doucement, une fois qu'Amélie se fut enfin reculée. La fillette hésita, mais ensuite les mots sortirent dans un torrent angoissé. On était dans la voiture. Maman conduisait vite, elle avait l'air d'avoir peur. Puis il y a eu un grand bruit et la voiture a tourné. J'ai vu maman, elle ne bougeait plus. Henri sentit son cœur se briser. Il était clair qu'Amélie avait été témoin de l'accident qui avait coûté la vie à sa mère. La culpabilité qu'il ressentait pour ne pas avoir été là pour sa fille, pour ses enfants, menaçait de le submerger. « Amélie, dit-il doucement en lui tenant les épaules, ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Ta mère vous aimait, toi et tes frères, plus que tout. Elle voulait que vous soyez tous en sécurité. » Amélie le regarda, ses grands yeux remplis de larmes. « Tu penses qu'elle serait fière de moi pour m'être occupé des bébés ?»« J'en suis certain, » répondit Henri, une boule dans la gorge. « Tu es une fille incroyable, Amélie. Ta mère serait si fière. » Cette nuit-là, Henri resta éveillé longtemps après qu'Amélie se fût rendormie. Son esprit grouillait de questions sans réponse et d'un sentiment croissant de responsabilité envers ses enfants. Le lendemain matin, alors que les enfants dormaient encore, Henri rencontra Franck dans son bureau privé de l'hôtel. « Qu'as-tu découvert ?» demanda Henri, contenant à peine son anxiété. Franck avait l'air mal à l'aise. « Henri, ce que j'ai trouvé, c'est compliqué. Les enfants n'existent pas officiellement. Aucun acte de naissance, aucune documentation. » Henri fronça les sourcils. « Comment est-ce possible ? C'est comme si quelqu'un avait voulu les garder cachés, » continua Franck. « Mais il y a plus, j'ai trouvé une photo. » Il hésita avant de tendre une enveloppe à Henri. D'une main tremblante, Henri ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photo fanée d'une jeune femme tenant un bébé. Son cœur faillit s'arrêter. C'était Élise, sa fille. « Où as-tu eu ça ?» demanda Henri, la voix rauque. « C'était caché dans la doublure du chariot que la petite poussait, » expliqua Franck. « Henri, tu penses que… » Henri ne pouvait quitter la photo des yeux. La ressemblance entre la femme sur la photo et Amélie était indéniable. Et le bébé ? Pourrait-ce être elle ? « Il m'en faut plus, Franck, » dit finalement Henri en levant les yeux. « Découvre tout ce que tu peux sur les dernières années d'Élise. Où elle était, avec qui elle était. » Quand Franck partit, Henri resta seul avec ses pensées et la photo d'Élise. Des souvenirs qu'il avait enterrés des années auparavant commencèrent à refaire surface. La dernière dispute avec sa fille, les mots durs, la porte qui claque. Un bruit provenant de la suite le ramena au présent. Les enfants se réveillaient. En entrant dans la chambre, Henri vit Amélie assise, berçant l'un des jumeaux. La lumière du matin illuminait son profil, et un instant, Henri vit Élise en elle, si clairement que cela lui coupa presque le souffle. « Bonjour, » dit-il doucement en s'approchant. « Comment allez-vous tous aujourd'hui ?» Amélie le regarda, un petit sourire aux lèvres. « Mieux. Sophie aime quand je lui chante une chanson. Maman chantait toujours. » Henri s'assit au bord du lit. « Ta mère semble avoir été une personne très spéciale. » Amélie hocha la tête, les larmes remplissant à nouveau ses yeux. « Elle me manque. » À ce moment, Henri prit une résolution. Peu importe ce que son enquête découvrirait, il protégerait ses enfants. S'ils étaient vraiment ses petits-enfants, comme il le croyait de plus en plus, il ferait tout son possible pour rattraper les années perdues avec Élise. « Amélie, » dit-il doucement, « je sais que tu as traversé beaucoup de choses, mais je veux que tu saches que tant que vous êtes ici, vous serez en sécurité. Je veillerai sur vous tous. » La fillette le regarda, ses yeux si semblables à ceux d'Élise, remplis d'un mélange d'espoir et de prudence. « Promis ?» Henri sentit un nœud dans sa gorge. « Je le promets. » Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Henri partageait son temps entre les soins aux enfants et le travail avec Franck pour démêler le mystère de leur passé. Chaque nouvelle information, chaque geste familier des enfants
ne faisait que renforcer sa conviction qu'ils étaient bien la famille qu'il pensait avoir perdue à jamais. Peu à peu, Amélie commença à s'ouvrir, partageant de petits détails sur sa vie avec sa mère. Elle parlait de déménagements constants, des nuits où sa mère la serrait fort en disant que tout irait bien. Henri écoutait chaque mot, le cœur lourd de culpabilité pour tout ce que sa fille avait dû traverser. Les jumeaux, quant à eux, s'épanouissaient sous les soins d'Henri et du personnel de l'hôtel. Leurs sourires et leurs rires remplissaient à la suite d'une joie qu'Henri n'avait pas ressentie depuis des années. Il se surprenait souvent à penser à quel point les choses auraient pu être différentes s'il avait été là depuis le début, s'il avait soutenu Élise au lieu de la repousser. Un après-midi, alors qu'il jouait avec les jumeaux sur le tapis du salon, Henri remarqua qu'Amélie l'observait attentivement. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» demanda-t-il. Amélie hésita un instant avant de parler. « Tu me rappelles quelqu'un sur les photos que maman gardait. » Le cœur d'Henri s'emballa. « Quelles photos ?»« Des vieilles. Elle les regardait parfois et devenait triste. Il y avait un homme dessus. » Amélie fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Elle l'appelait « papa ». Henri sentit comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Il se pencha vers Amélie, luttant pour garder sa voix calme. « Amélie ? Ta maman ? Comment s'appelait-elle » La fillette le regarda, confuse par l'intensité de sa question. « Élise. Elle s'appelait Élise. » À cet instant, tous les soupçons d'Henri se cristallisèrent en une certitude douloureuse et merveilleuse. Ses enfants, ces petites âmes que le destin avait placées sur son chemin, étaient ses petits-enfants. La fille qu'il avait perdue, qu'il avait abandonnée de tant de manières, lui avait donné une seconde chance. Les larmes aux yeux, Henri serra Amélie dans ses bras, sentant son petit corps tendu se détendre progressivement contre lui. « Tout va bien maintenant » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Vous êtes à la maison. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Henri resta éveillé, son esprit un tourbillon d'émotions et de pensées. Il prit son téléphone et appela Franck. « Franck, je veux que tu accélères l'enquête. Et ajoute une chose, cherche toute information sur le père des enfants. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Henri, tu es sûr ? Ça pourrait ouvrir une boîte de Pandore. » Henri soupira. « Je sais, mais j'ai besoin de tout savoir. Ces enfants, ce sont ma famille, Franck. Je dois les protéger. » Après avoir raccroché, Henri retourna dans la chambre des enfants. Il resta là, à les regarder dormir, leur petite poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration paisible. Amélie avait mentionné que sa mère fuyait quelqu'un de dangereux. Était-ce le père des enfants ? À quoi Élise avait-elle été confrontée pendant toutes ces années ? La culpabilité le consumait. S'il n'avait pas été si fier, si inflexible. S'il avait cherché Élise, tenté de se réconcilier. Peut-être serait-elle encore en vie. Peut-être que ses enfants n'auraient jamais connu la peur et la faim des rues. Mais ce n'était pas le moment de s'apitoyer sur son sort. Maintenant, il avait une chance de réparer les choses, d'être le grand-père que ses enfants méritaient, le père dont Élise avait toujours eu besoin. Le bureau au dernier étage de l'hôtel Majestic était silencieux, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge murale et de la respiration lourde d'Henri Dupont. Le milliardaire était assis, immobile, dans son fauteuil en cuir, le téléphone tremblant légèrement dans sa main, alors qu'il contemplait l'appel qu'il devait passer. La lumière dorée du crépuscule se déversait à travers les fenêtres panoramiques, baignant la pièce de teintes ambrées qui semblaient remuer des souvenirs longtemps enfouis dans son cœur. Sur le bureau en acajou devant lui, une vieille photographie attira son regard. Élise a 16 ans, rayonnante dans sa robe de fin d'études, les yeux brillants des promesses de l'avenir. À côté, une photo plus récente que Franck avait trouvée. Élise enceinte, son visage plus mature, mais portant toujours ce même sourire si réminiscent de sa défunte mère. Henri ferma les yeux, et les souvenirs déferlèrent sur lui comme une marée inexorable. C'était un après-midi d'automne, un peu comme celui-ci. Les feuilles dorées dansaient devant la fenêtre de son bureau, tandis qu'Élise se tenait devant lui,
une main protectrice sur son ventre de 5 mois. Son visage, habituellement doux, était tendu par une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Tu ne comprends pas, papa. » La voix d'Élise résonnait dans sa mémoire, chargée d'un mélange de blessures et de résolution. Pour la première fois de ma vie, je prends mes propres décisions. Pourquoi est-ce si difficile à accepter pour toi? Henri se retrouva projeté dans ce moment, la frustration et la peur se transformant en mots aussi tranchants que des lames. « Tu gâches ta vie, Élise, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai prévu pour toi. Pourquoi? Pour t'engager avec quelqu'un que tu connais à peine. C'est ça le problème, explosa Élise, des larmes brillant dans ses yeux verts. Tes plans, tes attentes, ton besoin de contrôler chaque aspect de ma vie. Et mes rêves, papa? As-tu déjà demandé ce que je veux? Ce que tu veux, c'est plonger tête la première dans une relation qui va détruire ton avenir. » Il frappa la main sur le bureau, faisant trembler les cadres photos. « Tu ne vois pas que tu es manipulé? Que tu risques non seulement ta vie, mais aussi celle de cet enfant? » Élise recula comme si elle avait été giflée, ses mains protégeant instinctivement son ventre. « Tu n'as même pas essayé de le rencontrer, papa. Tu ne sais rien de notre vie, de nos projets. Tu es tellement aveuglé par tes propres préjugés que tu ne vois pas que je suis heureuse, pour la première fois depuis des années. » « Heureuse ?» Henri laissa échapper un rire amer. « Élise, tu as abandonné tes études de droit en dernière année. Tu as coupé les ponts avec tous tes amis. Tu as déménagé dans un petit appartement dans un quartier délabré de la ville. C'est ce que tu appelles le bonheur? J'appelle ça la liberté, rétorqua Élise, sa voix tremblant d'émotion. La liberté de découvrir qui je suis sans avoir à porter le poids du nom Dupont, sans avoir à vivre dans l'ombre de tes attentes impossibles. Henri sentit le sang lui monter à la tête. Des attentes impossibles? Je voulais juste le meilleur pour toi, Élise. Je voulais te protéger, te donner toutes les opportunités que tu n'as jamais eues, l'interrompit Élise, les yeux brillants. As-tu déjà pensé que peut-être je ne veux pas être l'héritière parfaite de l'Empire Dupont? Que peut-être je veux construire ma propre vie, faire mes propres erreurs? Des erreurs. Henri se leva, sa voix tonnante. C'est comme ça que tu vois ton avenir? Comme une série d'erreurs que tu feras juste pour prouver que tu le peux? Et cet enfant? As-tu pensé à ce qui se passera quand la réalité te frappera? Élise se redressa, un calme étrange remplaçant son agitation antérieure. Oui, papa, j'y ai beaucoup pensé. Et tu sais quoi? Je vais aimer ce bébé inconditionnellement. Je soutiendrai ses rêves, même s'ils sont différents des miens. Je le laisserai être qui il veut être, sans essayer de le modeler à mon idée de la perfection. Ces mots frappèrent Henri comme un coup de poing à l'estomac, mais son orgueil blessé l'emporta. Si c'est comme ça que tu vois les choses, Élise, alors il vaut peut-être mieux que tu partes. Et ne te donne pas la peine de revenir quand tout s'effondrera. Je ne serai pas là pour réparer tes erreurs. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise le fixa un long moment, et Henri vit quelque chose mourir dans ses yeux, sa dernière étincelle d'espoir que son père puisse la comprendre, l'accepter. « Au revoir, papa », murmura-t-elle, et la porte se referma doucement derrière elle, le son résonnant comme une sentence finale dans son cœur. La sonnerie stridente du téléphone le tira de ses souvenirs. C'était Franck. « Monsieur Dupont », la voix de l'enquêteur était tendue. « J'ai trouvé quelque chose. Vous devez voir ça en personne. » 20 minutes plus tard, Franck entrait dans son bureau, portant un épais dossier et une expression grave sur son visage, normalement impassible. Henri remarqua que les mains de l'enquêteur, habituellement si stables, tremblaient légèrement alors qu'il posait les documents sur le bureau. « Ce sont les dossiers de l'hôpital des Jumeaux », commença-t-il en ouvrant le dossier. « Ils sont nés à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, il y a exactement 2 ans. Mais il y a quelque chose de très étrange. Ils ont été enregistrés sous le nom de Chloé Bernard. » Henri fronça les sourcils. « Un faux nom? » « Oui, et ce n'était pas le seul. » Franck étala d'autres documents sur le bureau. « J'ai trouvé des traces d'Élise utilisant au moins 3 identités différentes ces dernières années.
Chloé Bernard, Anne Thompson, Mary Stevens. Elle essayait clairement de ne pas être retrouvée. Et elle a fait un travail impressionnant. Les identités étaient très bien construites, avec des historiques de crédit, des références d'emploi, tout. Ça a dû coûter une fortune, marmonna Henry en examinant les documents. D'où venait l'argent? Frank se déplaça, mal à l'aise, sur sa chaise. C'est une autre partie intéressante. Élise avait un compte secret, ouvert des années avant de quitter la maison. Elle y faisait de petits dépôts régulièrement, se constituant un fonds d'urgence. Au moment où elle est partie, elle avait près d'1 demi-million d'euros d'économisés. Henry eut l'impression que l'air lui avait été coupé. Élise avait planifié sa fuite pendant des années, se préparant méticuleusement pour un jour qu'il n'avait jamais imaginé voir arriver. « Et avant les jumeaux ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. L'hésitation de Frank était évidente. Il y a des dossiers médicaux troublants. 3 visites aux urgences en 6 mois. Des côtes cassées, des contusions étendues, une commotion cérébrale grave. Chaque fois, elle donnait une explication différente. Accident domestique, chute, même un prétendu accident d'équitation. Henry ferma les yeux, luttant contre la nausée qui menaçait de monter. Sa fille, sa petite Élise, avait subi des abus répétés pendant qu'il était retranché dans son orgueil blessé, convaincu qu'elle apprendrait sa leçon et rentrerait à la maison. « J'ai réussi à localiser quelqu'un qui peut éclairer ce qui s'est passé », continua Frank d'une voix plus douce. « Isabelle Garnier, une infirmière qui s'est occupée d'Élise à la naissance des jumeaux. Elle a accepté de vous parler. 2 heures plus tard, Henry était assis dans un café discret de la banlieue parisienne, en face d'une femme d'âge mûr, aux yeux bienveillants et à l'expression alourdie par de nombreux secrets. « Élise est arrivée à l'hôpital en travail prématuré, » commença Isabelle, ses mains agrippant une tasse de café comme pour y trouver du soutien. Elle était trempée par la pluie, grelottant de froid et de peur. Les jumeaux étaient en détresse fétale et nous avons dû faire une césarienne d'urgence. « Comment était-elle » demanda Henry, sa voix à peine un murmure. Isabelle le regarda avec un mélange de compassion et de reproche. Terrifiée. Elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, insistant pour que nous enregistrions les bébés sous un faux nom. Elle a supplié pour une sécurité supplémentaire à la porte de sa chambre. Pourquoi n'est-elle jamais venue me voir? La question échappa des lèvres d'Henry avant qu'il ne puisse l'arrêter. Elle a essayé, répondit doucement Isabelle. Une fois, quelques mois avant la naissance des jumeaux. Elle est allée à votre bureau, mais la sécurité ne l'a pas laissée monter. Apparemment, sur vos ordres. Le poids de la culpabilité menaça de l'écraser. Cet ordre stupide, donné dans un moment de fureur et d'orgueil blessé, avait fermé la dernière porte à sa fille quand elle avait le plus besoin de lui. Après la naissance des jumeaux, continua Isabelle, Élise est devenue encore plus prudente. Elle n'arrêtait pas de déménager, vérifiant toujours si elle était suivie. Elle s'est teint les cheveux, portait des lentilles de contact colorées, n'importe quoi pour ne pas être reconnue. A-t-elle déjà parlé de moi? Isabelle hésita. Parfois, surtout quand elle avait une forte fièvre après la césarienne. Elle vous appelait dans son délire, demandait pardon, disait qu'elle voulait que vous rencontriez vos petits-enfants, mais que c'était trop dangereux. De retour à l'hôtel, Henry trouva Amélie sur le balcon de la suite, serrant ses genoux alors qu'elle regardait le coucher du soleil. La lumière dorée illuminait son profil, et pendant un instant douloureux, elle était le portrait craché d'Élise à cet âge. « Je peux m'asseoir avec toi » demanda-t-il doucement. Amélie hocha la tête, se décalant légèrement pour lui faire de la place. Henry remarqua qu'elle tenait quelque chose, un petit ruban coloré qui semblait avoir fait partie d'une robe. « C'était à ta mère » demanda-t-il. Amélie caressa le ruban avec ses doigts. « Oui, c'était de sa robe bleue, sa préférée. Elle me l'a donnée avant l'accident. Elle a dit que ça me porterait chance. » Henry prit une profonde inspiration. « Peux-tu me parler un peu plus des derniers jours que tu as passés avec elle ?» Amélie resta silencieuse un long moment, tripotant toujours le ruban. « Elle pleurait beaucoup la nuit, dit-elle finalement, sa voix petite.
quand elle pensait que je dormais. Et elle vérifiait toujours les fenêtres et les portes, encore et encore. Elle avait une boîte spéciale où elle gardait des papiers importants, et elle m'a fait mémoriser un numéro de téléphone pour les urgences. « Vous bougiez beaucoup. »« Tout le temps, » soupira Amélie. Maman disait qu'on était comme des exploratrices dans une grande aventure, mais je savais qu'elle avait peur. Parfois, quand elle pensait voir quelqu'un nous suivre, elle devenait si pâle, comme si elle avait vu un fantôme. « Et la dernière fois ?» demanda Henri doucement. « Avant l'accident, hein ?» Amélie serra plus fort ses bras autour de ses genoux. C'était différent. Maman avait plus peur que d'habitude. Elle m'a réveillé au milieu de la nuit en disant qu'on devait partir tout de suite. On a pris seulement quelques vêtements et sa boîte spéciale. Elle a conduit longtemps, très vite. Sa voix se brisa et Henri l'enveloppa à nouveau dans ses bras, sentant son petit corps trembler de sanglots à peine contenus. « Tout va bien, » murmura-t-il. « Vous êtes en sécurité maintenant, tous. » Plus tard dans la nuit, après avoir couché les enfants, Henri retourna à son bureau. Les découvertes de la journée pesaient sur son esprit comme du plomb. La peur constante d'Élise, ses tentatives désespérées pour protéger ses enfants, le sombre mystère qui la poursuivait, tout cela formait un puzzle troublant. Prenant son téléphone, il composa le numéro de Franck. « Je veux que tu creuses plus profondément, » ordonna-t-il, sa voix résolue. « Relevés bancaires, transactions financières, tout ce qui pourrait nous dire ce que ou qui Élise fuyait. Vérifie aussi ce numéro d'urgence qu'elle a donné à Amélie. Et Franck ne ménage aucune ressource. Nous devons trouver la vérité. » Fixant les lumières de la ville à travers la fenêtre, Henri fit une promesse silencieuse à Élise. Il n'avait pas réussi à la protéger, mais il ne faillirait pas à ses enfants. Cette fois, il ferait face à toutes les ombres qui se cachaient, quel qu'en soit le coup. Dans la chambre voisine, Amélie s'endormit enfin, serrant toujours le ruban bleu dans sa petite main, tandis que les jumeaux respiraient doucement dans leur berceau. Par la porte légèrement ouverte, Henri les observa un instant, le cœur lourd de responsabilité et de culpabilité. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image de plus en plus sombre. Élise avait passé ses dernières années dans un cauchemar constant, toujours en fuite, toujours regardant par-dessus son épaule. C'était maintenant au tour d'Henri de découvrir la vérité derrière sa fuite désespérée et de s'assurer que ses petits-enfants n'auraient jamais à vivre dans la peur. Demain, il commencerait à creuser dans le passé avec encore plus de détermination. Tant de questions restaient sans réponse, tant de mystères enveloppaient les dernières années d'Élise. Mais une chose était claire. Où qu'elle soit maintenant, Henri ferait tout son possible pour honorer son sacrifice et protéger le précieux héritage qu'elle avait laissé derrière elle. La nuit tomba lentement sur la ville, enveloppant l'hôtel majestique d'ombre profonde. Dans le bureau du dernier étage, Henri Dupont restait éveillé, les yeux fixés sur les photographies d'Élise, cherchant dans chaque image des indices qu'il aurait pu manquer, des signes qu'il aurait dû remarquer. L'horloge approchait de minuit quand son téléphone vibra avec un message de Franck. « Trouvez quelque chose dans les dossiers de l'hôpital. L'infirmière ne nous a pas tout dit. Réunion demain matin, 1e heure. » Henri sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que restait-il à découvrir? Quels autres sombres secrets Élise avait-elle emportés dans ces derniers jours? Se levant de sa chaise, il se dirigea vers la fenêtre. La ville scintillait sous le ciel nocturne, des milliers de lumières clignotant comme des étoiles terrestres. Quelque part là-dehors se trouvaient les réponses qu'il cherchait, la vérité sur ce qui était arrivé à sa fille. « Pardonne-moi, Élise, » murmura-t-il dans la nuit. « Je promets que je réparerai tout. Tes enfants n'auront plus jamais à fuir ou à avoir peur. Cette fois, je ferai ce qu'il faut. » Avec ces mots résonnant dans son esprit, Henri quitta enfin son bureau. Demain serait un autre jour de recherche de réponses, un autre jour à essayer de reconstituer le puzzle que sa fille avait laissé derrière elle. Et cette fois, il ne se reposerait pas avant d'avoir découvert toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle.
L'aube avait à peine pointé quand Henri arriva sur les lieux de l'accident. La route secondaire, bordée de grands pins, semblait étrangement paisible dans la douce lumière du matin. Il était difficile d'imaginer qu'ici, dans cette courbe apparemment inoffensive, la vie de sa fille avait connu une fin tragique. Franck attendait déjà, parlant avec un policier local à la retraite qui était intervenu sur l'accident. L'ex-officier, Thomas Meunier, avait des yeux fatigués, qui avait vu bien trop de tragédies au cours de sa carrière. « C'était l'un des pires que j'ai jamais vus », remarqua Thomas, les menant à l'endroit exact où la voiture d'Élise avait quitté la route. La conductrice fuyait clairement quelque chose. Les traces de pneus montraient qu'elle était bien au-dessus de la limite de vitesse. L'estomac d'Henri se noua à la vue des éraflures encore visibles sur la glissière de sécurité. « Et les enfants ?» Un miracle, secoua la tête Thomas. La femme, votre fille, a dû faire une manœuvre à la dernière seconde. Le côté conducteur a pris tout l'impact. Les 3 petits étaient sur le siège arrière, protégés par des sièges auto bien installés. Nous avons trouvé ceci dans l'épave, intervint Franck, tendant à Henri une enveloppe jaunie et cabossée. C'était dans une boîte étanche sous le siège du conducteur. Adressé à vous. D'une main tremblante, Henri ouvrit l'enveloppe. L'écriture élégante d'Élise, si familière, lui serra le cœur. « Cher papa », commençait la lettre, « si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Cela signifie que je n'ai pas pu arriver jusqu'à toi à temps pour tout expliquer en face, comme je l'avais prévu. » Henri dut s'arrêter un instant, les larmes brouillant sa vision. Thomas et Franck s'éloignèrent discrètement, lui laissant de l'intimité pour lire les derniers mots de sa fille. « Je sais que tu dois être furieux contre moi d'avoir disparu, d'avoir coupé tout contact. Mais papa, je n'avais pas le choix. Quand j'ai découvert la vérité sur Jacques, sur qui il était vraiment, il était trop tard pour moi, mais pas pour mes enfants. Amélie est née au milieu du chaos. Jacques a montré son vrai visage juste après. Le contrôle, la violence, les menaces. J'ai essayé d'endurer, pensant que je pourrais le changer. Quelle idiote j'étais. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte des jumeaux, j'ai su que je devais fuir. Jacques a des relations dangereuses, papa. Des gens haut placés qui le protègent, qui couvrent ses crimes. J'ai essayé de le dénoncer une fois, et j'ai failli le payer de ma vie. Je rentre à la maison maintenant, papa. J'ai enfin réalisé que j'avais besoin de ton aide. Mais si quelque chose m'arrive, s'il te plaît, protège mes enfants. Amélie est si forte, si courageuse, elle ne mérite pas de porter le poids que j'ai mis sur ses petites épaules. Avec tout mon amour, Élise. » Henri plia soigneusement la lettre, son esprit traitant chaque mot. Élise était en route pour le retrouver. Elle était enfin venue chercher son aide. C'est alors qu'un cri perçant brisa le calme du matin, provenant de la voiture où Amélie s'était assoupie pendant le trajet. Henri courut, trouvant la fillette se débattant sur la banquette arrière, prise dans un autre cauchemar. « Maman, la voiture noire !»« Elle arrive !» criait-elle, les yeux toujours fermés. « Amélie, réveille-toi, c'est juste un rêve. » Henri la secoua doucement jusqu'à ce que ses yeux remplis de terreur s'ouvrent brusquement. Pendant un long moment, Amélie haleta, réalisant lentement où elle se trouvait. Puis ses yeux se fixèrent sur le paysage extérieur, et toute couleur quitta son visage. « Ici » murmura-t-elle. « C'était ici. »« Tu te souviens de ce qui s'est passé » demanda Henri doucement. Amélie hocha la tête, des larmes silencieuses roulant sur son visage. Il pleuvait. Maman conduisait très vite, disant qu'on était presque arrivé, qu'on serait bientôt en sécurité. Puis on a vu des phares dans le rétroviseur. Une voiture noire. Maman a eu si peur. Sa voix se brisa et Henri la serra contre lui, sentant son petit corps trembler. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, ma chérie? La voiture noire. Elle nous a heurtés exprès. Maman a perdu le contrôle. Elle m'a crié de protéger les bébés. Puis, tout est devenu noir. Henri sentit une rage glaciale monter en lui. Ce n'avait pas été un accident. Élise avait été assassinée. « Comment as-tu pris soin de tes frères après » demanda-t-il doucement. Amélie prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. «
Quand je me suis réveillé, c'était très calme. Les bébés pleuraient, mais maman ne bougeait pas. J'ai essayé de la réveiller, mais elle était si froide. Les mots sortaient maintenant comme un torrent, comme si Amélie pouvait enfin se libérer du fardeau qu'elle portait depuis si longtemps. Je me suis souvenu de ce que maman disait toujours. « Si quelque chose arrive, protège les jumeaux. Ils ont besoin de toi. » Elle avait un sac dans le coffre, pour les urgences. Elle m'avait montré où il était. Il y avait de l'argent, des papiers, des couches, de la nourriture. « Comment es-tu sorti de la voiture ?» demanda Henri, émerveillé par la force de cette petite survivante. Ma ceinture de sécurité était coincée, mais je pouvais atteindre le sac à dos de maman. Elle avait toujours un petit couteau dedans pour les urgences. J'ai coupé la ceinture, et ensuite, j'ai dû sortir les bébés en les traînant. Ils pleuraient si fort. Amélie essuya ses larmes avec la manche de son manteau. Maman m'a tout appris. « Ne fais confiance à personne, » disait-elle. « Si quelque chose arrive, prends tes frères et trouve un abri. N'utilise pas de carte, n'appelle personne. Il a des yeux partout. » Alors tu t'es enfui avec les bébés ? Oui, j'ai marché jusqu'à trouver une plus grande route. Un chauffeur de camion nous a emmenés à la ville la plus proche. Après ça, on est passé d'un refuge à l'autre. Je m'assurais toujours que personne ne posait trop de questions. Quand il le faisait, on partait. Henri était stupéfait du courage et de l'intelligence de cet enfant de 5 ans. « Comment as-tu réussi à t'occuper des jumeaux toute seule ?»« Maman m'a tout appris, » dit Amélie avec une triste fierté. Comment faire le lait en poudre, changer les couches, les calmer quand ils pleurent. Elle disait que j'étais sa petite aide spéciale. Dans les refuges, il y avait toujours d'autres mamans qui aidaient aussi, même sans poser de questions. Et l'argent ? Maman en avait laissé beaucoup dans le sac d'urgence. Je l'utilisais seulement pour la nourriture et les couches, comme elle me l'avait appris. Mais il n'en restait presque plus. C'est pour ça qu'on est venus ici. On n'avait presque plus d'argent et il faisait si froid. Henri serra Amélie plus fort, le cœur brisé à l'idée de cette petite enfant portant un fardeau si lourd. « Tu as été incroyablement courageuse, Amélie. Ta maman serait très fière. » Amélie leva les yeux vers lui, ses yeux si semblables à ceux d'Élise. Elle a dit que quelqu'un ici pourrait nous aider, que si quelque chose arrivait, on devait chercher l'hôtel Majestic. Elle avait écrit l'adresse sur un bout de papier, mais je l'ai perdue. Henri sentit les pièces du puzzle s'emboîter. Élise amenait les enfants à lui. Elle rentrait enfin à la maison quand elle a été interceptée. De retour à l'hôtel, après qu'Amélie se fut enfin endormie paisiblement avec les jumeaux, Henri retrouva Franck dans son bureau. « Qu'as-tu découvert sur la voiture noire ?»« Des témoins l'ont vu quitter les lieux en hâte, » répondit Franck en vérifiant ses notes. « Pas de plaque d'immatriculation, vitres teintées, un modèle de luxe, probablement une Audi A8. Et Jacques ?» Franck hésita. « Jacques Leclerc, homme d'affaires immobilier prospère avec des liens politiques importants. Pas de casier judiciaire officiel, mais... » Il fit glisser quelques photos. « J'ai trouvé des dossiers sur au moins 3 ex-petites amies qui ont disparu sans laisser de traces. Toutes les enquêtes ont été classées sans suite. » Henri examina les documents, la colère bouillonnant en lui. « Il va revenir, n'est-ce pas ?»« Oui, » confirma Franck sombrement. « Mes contacts disent qu'il a posé des questions en ville. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il découvre où sont les enfants. » Henri se leva, regardant par la fenêtre la ville qui commençait à se réveiller. « Alors nous devons être prêts, » dit-il avec détermination. « Élise n'a pas pu protéger les enfants jusqu'au bout, mais moi, je le peux. Et je le ferai. »« Monsieur » Franck semblait hésitant. « Jacques Leclerc est un homme dangereux, avec des ressources et des relations étendues. »« Et je suis Henri Dupont, » l'interrompit Henri, sa voix d'acier. « Il a peut-être de l'argent et des relations, mais j'ai bâti un empire. Il veut jouer ? Très bien. Mais cette fois, les règles sont les miennes. » Cette nuit-là, en regardant Amélie dormir blottie contre les jumeaux, Henri fit un vœu silencieux à Élise. Il n'avait pas réussi à la protéger, mais il ne faillirait pas à ses enfants. La tempête approchait, mais cette fois, il était prêt à y faire face. La lettre d'Élise reposait sur son bureau, un rappel constant du coup de ses erreurs passées.
Mais c'était aussi un témoignage du courage extraordinaire de sa fille, un courage qu'il voyait se refléter chaque jour dans les yeux déterminés d'Amélie. Le soleil commença à se coucher sur la ville, peignant le ciel de nuances de rouge et d'or. Quelque part là-dehors, Jacques Leclerc se rapprochait, apportant avec lui les ombres du passé. Mais cette fois, ces ombres trouveraient plus que des enfants sans défense. Elles trouveraient un grand-père déterminé à protéger l'héritage de sa fille, quel qu'en soit le coût. La vraie bataille ne faisait que commencer, et Henri Dupont était prêt à tout pour garder sa famille en sécurité. Le temps de la fuite était révolu. Il était maintenant temps d'affronter les ombres. La nuit laissa place au matin, alors qu'Henri restait dans son bureau, la lettre d'Élise toujours entre ses mains. Ces mots résonnaient dans son esprit, chaque phrase révélant une autre couche du cauchemar qu'elle avait vécu. Le soleil levant projetait de longues ombres sur le sol, comme des doigts fantomatiques s'étirant vers les secrets qui attendaient encore d'être découverts. Un léger bruit à la porte le ramena au présent. C'était Amélie, toujours en pyjama, ses petits pieds nus silencieux sur le luxueux tapis. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda Henri doucement, lui ouvrant les bras. Amélie secoua la tête, s'approchant pour s'asseoir sur ses genoux. Ses yeux, si semblables à ceux d'Élise, se posèrent sur la lettre sur le bureau. « C'est de maman ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Oui » répondit Henri, remarquant comment les mains d'Amélie s'agitaient nerveusement. « Elle m'a écrit pour dire qu'elle rentrait à la maison. » Amélie resta très immobile un instant, comme si elle traitait l'information. « Elle parlait beaucoup de rentrer à la maison, » dit-elle finalement. Ces dernières semaines, elle n'arrêtait pas de regarder de vieilles photos en pleurant. Il y en avait une en particulier qu'elle portait toujours sur elle. « Quelle photo, ma chérie ?» Amélie glissa des genoux d'Henri et se dirigea vers le chariot de supermarché, maintenant nettoyé et rangé dans un coin du bureau. Avec des doigts agiles, elle souleva une partie de la doublure, révélant un compartiment caché. De là, elle sortit une photographie pliée et usée. Le cœur d'Henri s'arrêta quand il vit l'image. C'était lui et Élise, au dernier Noël qu'ils avaient repassé ensemble avant leur dispute. Il souriait à l'appareil photo en décorant le sapin de Noël, une tradition familiale de longue date. Elle disait que c'était son dernier Noël heureux, remarqua Amélie, traçant le contour de la photo avec son doigt. Parfois, quand elle pensait que je dormais, elle parlait à la photo, en disant qu'elle était désolée. Henri déglutit difficilement, se souvenant des derniers mots qu'Élise et lui avaient échangés. Combien de temps précieux avait été perdu à cause de l'orgueil et de l'entêtement. « Amélie, commença-t-il doucement, « peux-tu m'en dire plus sur la façon dont tu t'es occupée de tes frères après l'accident ? Je sais que c'est difficile d'en parler, mais j'ai besoin de tout comprendre. » Amélie remonta sur ses genoux, serrant toujours la photo. Quand elle parla, sa voix portait une maturité au-delà de son âge qui brisait le cœur d'Henri. Maman m'a toujours préparé au pire. Chaque jour, on jouait à quelque chose qu'elle appelait le jeu de la survie. Elle m'a appris où trouver l'argent caché, comment faire le lait en poudre correctement, comment changer les couches. Elle disait que j'étais sa petite guerrière et que je devais être prête à tout. Donc tu savais déjà quoi faire quand elle ne s'est pas réveillée, compléta Amélie, la voix tremblante. Elle avait une liste dans le sac d'urgence, des étapes que je devais suivre. 1. Vérifier les bébés. 2. Prendre le sac d'urgence. 3. Partir sans être vu. 4. Ne jamais utiliser de carte ou passer d'appel. 5. Aller dans des refuges différents tous les quelques jours. Henri écoutait, à la fois stupéfait et horrifié. Élise avait transformé sa fille de 5 ans en une stratège de survie miniature. Au premier refuge, continua Amélie, une dame nommée Rosa m'a beaucoup aidé. Elle a compris que j'étais seule avec les jumeaux, mais n'a posé aucune question. Elle m'a appris des trucs pour calmer les bébés quand ils pleuraient tous en même temps, comment les baigner sans utiliser trop d'eau. Combien de temps es-tu resté là ? 3 jours. Maman disait de ne jamais rester au même endroit plus longtemps. Le mouvement constant te garde en sécurité, disait-elle toujours.
Amélie fit une pause, fronçant les sourcils en se concentrant. Ensuite, on a fait du stop avec un chauffeur de camion jusqu'à une autre ville. Il était gentil, il me rappelait grand-père sur les photos. Le cœur d'Henri se serra. « Quelles autres photos ta maman gardait-elle » Amélie retourna au chariot, fouillant dans le compartiment caché. De là, elle sortit un petit carnet cabossé, ses pages remplies de l'écriture élégante d'Élise. Son journal, expliqua Amélie en le tendant à Henri avec un soin respectueux. Elle y écrivait tous les soirs après avoir pensé que je dormais. Parfois, elle pleurait en écrivant. D'une main tremblante, Henri ouvrit le journal. Les premières pages, datées de 5 ans, peu après le départ d'Élise. 12 octobre. J'ai appris aujourd'hui que je suis enceinte. Ma première pensée a été d'appeler papa pour partager la nouvelle, comme j'en ai toujours rêvé. Mais ensuite, je me suis souvenu de notre dernière conversation, des mots blessants. Comment ai-je pu être si aveugle ? Jacques a montré son vrai visage aujourd'hui. Le contrôle, la colère. J'ai si peur. Henri continua de lire, chaque page révélant davantage le cauchemar que sa fille avait enduré. Le journal documentait l'escalade des abus, les tentatives infructueuses de demander de l'aide juridique et les découvertes choquantes sur les véritables affaires de Jacques. 15 mars. Amélie est ma lumière, si petite, si forte. Jacques l'ignore complètement, ce qui est peut-être une bénédiction. Aujourd'hui, j'en ai découvert plus sur ses affaires, les liens politiques, l'argent sale. J'ai essayé de rassembler des preuves, mais il a des yeux partout. Si quelque chose m'arrive, je dois m'assurer qu'Amélie est prête. 2 juin. Enceinte à nouveau. Des jumeaux. Quand le médecin me l'a dit, j'ai pleuré pendant des heures. Pas de joie, mais de terreur. Je dois sortir mes enfants d'ici avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé à entraîner Amélie, transformant tout en jeu pour qu'elle n'ait pas peur. Ma petite guerrière apprend vite. Les pages suivantes détaillaient le plan méthodique d'Élise pour s'échapper. Compte bancaire secret, fausses identités, itinéraire de fuite soigneusement planifié. Elle avait pensé à tout, préparant chaque détail. 10 décembre. Les jumeaux sont nés aujourd'hui. Ils sont parfaits. Amélie les aime déjà, fredonnant les mêmes berceuses que papa me chantait. Mon cœur me fait mal pour lui. Me pardonnera-t-il un jour ? Comprendra-t-il que j'ai fui non par rébellion, mais pour survivre ? Henri dut s'arrêter de lire un instant, les larmes brouillant à nouveau sa vision. Amélie se blottit plus près de lui, offrant silencieusement son réconfort. « Il y avait d'autres cachettes dans le chariot, » dit-elle doucement. Maman gardait des papiers importants à plein d'endroits différents. Elle disait de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Henri sourit tristement à ce vieil adage qu'il répétait à Élise quand elle était petite. Avec l'aide d'Amélie, ils commencèrent à fouiller méthodiquement le chariot. Dans divers compartiments cachés, ils découvrirent une impressionnante collection de preuves, des relevés bancaires montrant des transactions suspectes, des photos de réunions clandestines, des documents prouvant l'implication de Jacques dans des entreprises illégales. Elle était en train de monter un dossier contre lui, murmura Henri, émerveillé par la bravoure et l'intelligence de sa fille. Elle ne fuyait pas seulement, elle rassemblait des preuves. Franck arriva au bureau quelques heures plus tard, apportant d'autres nouvelles. « Jacques est définitivement en ville, » rapporta-t-il, le visage sombre. « Il a posé des questions, montrant des photos des enfants. Il utilise ses contacts dans la police pour les retrouver. » Henri hocha la tête, sa résolution se durcissant. « Et la thérapeute ? Le docteur Martine peut commencer aujourd'hui. Elle a de l'expérience avec les enfants traumatisés et comprend le besoin de discrétion. » Amélie, qui s'était assoupie sur le canapé du bureau, commença à s'agiter. « Non, la voiture noire. »« Maman, attention !» murmura-t-elle. Henri la réveilla doucement, remarquant comment son petit corps tremblait. « Tout va bien, ma chérie. C'était juste un rêve. » Mais ce n'était pas juste un rêve, il le savait. C'étaient des souvenirs qui refaisaient surface, des pièces du puzzle qui s'emboîtaient. « Je pense qu'il est temps pour nous de parler avec le docteur Martine, dit-il doucement.
C'est un médecin spécial qui aide les enfants à comprendre leurs rêves et leurs souvenirs. Tu aimerais ça? Amélie hésita, puis hocha lentement la tête. Maman disait que parfois, on a besoin d'aide pour porter les choses lourdes dans notre cœur. Cet après-midi-là, le docteur Martine, une femme d'âge mûr, aux yeux bienveillants et à la voix calme, arriva. Elle s'assit avec Amélie dans une pièce spécialement préparée, remplie de jouets et de matériel de dessin. À travers une vitre sans teint, Henri observa Amélie s'ouvrir progressivement. Avec des poupées et des dessins, elle reconstruisit les derniers jours avec Élise, chaque souvenir ajoutant plus de clarté au puzzle. « Il pleuvait beaucoup », expliqua Amélie en déplaçant une petite voiture. « Maman disait qu'on était presque arrivés, que grand-père nous aiderait. Puis, on a vu les phares de la voiture noire dans le rétroviseur. La séance dura 2 heures, pendant lesquelles Amélie révéla plus de détails sur son parcours de survie après l'accident. Comment elle avait réussi à changer et nourrir les jumeaux avec un seul bras, l'autre étant blessé. Comment elle avait appris à dormir assise dans les bus, toujours avec un bébé dans chaque bras. Comment elle avait développé un système de rubans de couleur pour savoir quel biberon appartenait à quel bébé. « Elle est extraordinaire », commenta le docteur Martine par la suite, en rencontrant Henri. « Sa capacité d'adaptation et de résilience est remarquable. Mais elle porte aussi un fardeau énorme pour quelqu'un de si jeune. Elle aura besoin de beaucoup de soutien pour tout traiter. » Henri hocha la tête, jetant un coup d'œil à Amélie, qui jouait maintenant avec les jumeaux dans la pièce voisine. Elle aura tout le soutien du monde. Elle n'aura plus jamais à porter ce fardeau seule. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Henri retourna au journal d'Élise. Les dernières pages révélaient son plan final. 20 avril. Enfin, j'ai assez de preuves. Documents, photos, enregistrements. Tout est caché à différents endroits, comme papa me l'a appris. Jacques a découvert que je collectais des preuves. Je n'ai plus beaucoup de temps. Demain, nous partons pour la maison, pour papa. Il saura quoi faire, comme il l'a toujours fait. J'espère juste qu'il pourra me pardonner. C'était la dernière entrée. Le lendemain, Élise mourait sur cette route pluvieuse, à quelques heures seulement de la maison, à quelques heures seulement de la sécurité. Le téléphone d'Henri vibra avec un message de Franck. Mouvement suspect autour de l'hôtel. Jacques nous a peut-être localisés. Henri regarda les enfants endormis. Amélie avait survécu si longtemps seule, protégeant ses frères avec une force qui défiait son âge. C'était maintenant à son tour de les protéger. Prenant son téléphone, il commença à passer des appels. Il était temps d'utiliser tout son pouvoir et son influence dans un seul but, garder sa famille en sécurité. Élise était morte en essayant de ramener ses enfants à la maison. Il ne laisserait pas son sacrifice être vain. La nuit tomba lentement et Henri veilla, le journal d'Élise entre ses mains, les preuves qu'elle avait rassemblées étalées sur son bureau. Le puzzle était presque complet. Demain, Jacques essaierait de réclamer les enfants. Mais cette fois, il trouverait plus qu'une jeune mère effrayée ou une fillette de 5 ans luttant pour protéger ses frères. Cette fois, il ferait face à Henri Dupont, un homme déterminé à réparer les torts du passé et à protéger le précieux héritage de sa fille. La bataille finale approchait, et Henri était prêt. Amélie s'agita dans son sommeil, marmonnant quelque chose sur la maison et la sécurité. Henri sourit doucement, remontant la couverture autour d'elle. Oui, ils étaient à la maison maintenant. Et cette fois, il s'assurerait qu'ils y restent en sécurité. À 3 heures du matin, Franck envoya un autre message. « Il est là, à l'hôtel, arrivé il y a 10 minutes. » Henri jeta un nouveau coup d'œil aux enfants endormis, puis à la photo d'Élise, souriant lors de leur dernier Noël heureux. Il était temps d'affronter les démons du passé. « J'arrive, » répondit-il à Franck. « Prépare tout comme prévu. » Le moment de la confrontation finale était arrivé. Et cette fois, les ombres du passé rencontreraient plus que des victimes sans défense. Elles rencontreraient un grand-père déterminé à protéger sa famille à tout prix. Le matin arriva, froid et gris, sur l'hôtel Majestic. Le ciel, lourd, promettait encore de la neige.
Henri était dans son bureau depuis les premières heures, examinant le dossier que Franck venait de lui livrer sur Jacques Leclerc. Homme d'affaires de l'année en 2022, indiqua Franck sur la photo d'un magazine montrant Jacques dans un costume parfaitement taillé, souriant aux côtés de politiciens de premier plan. Il a bâti un empire immobilier en un temps record. Sa spécialité, la revitalisation urbaine. Il achète des propriétés dans des quartiers pauvres, force les résidents à partir et reconstruit pour une clientèle de luxe. Henri étudia la photo, remarquant les yeux froids derrière le sourire calculé. Des liens politiques? Trop. Franck fit glisser d'autres documents sur le bureau. Il a 3 sénateurs dans sa poche, la moitié du commissariat de police, des juges. Il a tissé un impressionnant réseau d'influence au fil des ans. Personne ne s'est jamais demandé d'où venait son argent. Certains ont essayé, hésita Franck. 2 journalistes d'investigation sont morts dans des accidents alors qu'ils enquêtaient sur ces opérations. Un procureur qui montait un dossier contre lui a eu une crise cardiaque soudaine à 45 ans. Henri sentit un frisson lui parcourir l'échine. Élise a découvert quelque chose sur ses affaires, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai compris de son journal, oui. Elle a commencé à remarquer des schémas suspects, d'importantes sommes d'argent blanchies à travers ses développements immobiliers, des politiciens recevant des pots de vin déguisés en dons de campagne. Un léger coup à la porte les interrompit. C'était Amélie, toujours en pyjama, tenant son lapin en peluche préféré. « Bonjour, mon cœur. » Henri ferma rapidement les dossiers. « Tu as bien dormi ?» Amélie secoua la tête. « J'ai fait de mauvais rêves. » À propos du méchant homme. Henri et Franck échangèrent des regards inquiets. « Quel méchant homme, Amélie ?»« Celui qui faisait pleurer maman, » répondit-elle en grimpant sur les genoux d'Henri. « Il est proche. Je le sens. » Comme pour confirmer les paroles d'Amélie, le téléphone de Franck vibra avec un texto. Son visage pâlit en le lisant. « Il vient de déposer une requête de garde d'urgence au tribunal, » dit Franck, sombrement. « Il prétend être le père biologique des jumeaux et que vous les avez enlevés. » Henri serra Amélie plus fort, sentant son petit corps se raidir. « Appelle notre équipe juridique. Je veux les meilleurs avocats, en droit de la famille du pays, ici, dans les 2 heures. » Et Franck met en œuvre le protocole Ombre. Franck hocha la tête, passant une rafale d'appels. Le protocole Ombre était le plan d'urgence qu'ils avaient conçu au cours des dernières semaines, se préparant à ce moment précis. « Amélie, » dit Henri doucement, « tu te souviens quand on a parlé de devoir peut-être faire un autre voyage ?» La fillette hocha la tête, ses grands yeux sérieux. « Comme les jeux de cache-cache que maman faisait ? Quelque chose comme ça. Mais cette fois, tu ne seras pas seul. Je serai avec toi et les jumeaux tout le temps. » 1 heure plus tard, la suite présidentielle était un centre d'activité contrôlée. Une équipe d'avocats d'élite remplissait le salon, tandis que des experts en sécurité balayaient tout le périmètre. Maître Isabelle Léo, l'avocate principale en droit de la famille, étudiait les documents étalés sur la table de la salle à manger, transformée en bureau de fortune. « Il est malin », observa-t-elle en ajustant ses lunettes. « Il s'est construit une image publique parfaite. Philanthrope, champion des causes sociales. Il sera difficile de convaincre un juge qu'il est dangereux sans preuve solide. »« Nous avons le journal d'Élise, » argumenta Henri. « Des photos de ses blessures, des dossiers d'hôpital. »« Qui peuvent être expliqués comme des accidents, » souligna Isabelle. « Nous avons besoin de plus, quelque chose qu'il ne peut pas nier ou expliquer. » Comme par hasard, Franck se précipita dans la pièce. « J'ai trouvé quelque chose. Une ancienne employée du manoir de Jacques, Isabelle Dubois. Elle était là quand Élise vivait avec lui. Elle est prête à témoigner. Où est-elle maintenant? Elle se cache. Après la fuite d'Élise, Jacques l'a renvoyée et a tenté de la faire expulser. Elle vit dans l'ombre depuis. Mais elle a gardé des preuves, des photos, des enregistrements. » Henri se leva. « Amenez-la ici. Immédiatement. » Pendant que la machine juridique tournait, Henri supervisait les préparatifs du déménagement. Une maison sécurisée en Normandie avait été préparée, moderne, fortifiée et surtout
légalement intouchable grâce à un réseau complexe de sociétés écrans. Amélie observait tout avec des yeux alertes, aidant à emballer les affaires des jumeaux avec une efficacité déchirante. Elle portait encore les réflexes de ses mois de fuite. « Grand-père » appela-t-elle doucement, utilisant le terme pour la première fois. « Est-ce que le méchant homme va nous faire du mal, comme il a fait du mal à maman ?» Henri s'agenouilla à son niveau, prenant ses petites mains dans les siennes. « Non, ma chérie, plus jamais. Je te promets que je vous protégerai, quoi qu'il arrive. » En milieu d'après-midi, Isabelle Dubois arriva, escortée par 2 des agents de sécurité les plus fiables de Franck. C'était une petite femme d'âge mûr, aux yeux qui en avaient trop vu. « Monsieur Dupont, commença-t-elle, les mains tremblantes, il y a tant de choses que je dois vous dire. Votre fille, c'était un ange. J'ai essayé de l'aider quand j'ai compris ce qui se passait, mais lui, il a des yeux partout. » Pendant 2 heures, Isabelle raconta en détail le cauchemar dont elle avait été témoin. Les disputes violentes, les bleus qu'Élise essayait de cacher, les appels suspects au milieu de la nuit. « Elle a trouvé quelque chose, » expliqua Isabelle. « Quelque chose dans ses papiers. Une nuit, je l'ai trouvée dans le bureau, copiant des documents avec des mains tremblantes. Elle a dit qu'elle avait besoin de preuves, que personne ne la croirait autrement. » « Où sont ces documents maintenant ?» demanda Isabelle Léo. « Élise les a cachés. Elle m'a fait mémoriser une série de chiffres, a dit qu'ils étaient importants, que quelqu'un en aurait besoin un jour. » Le cœur d'Henri s'emballa. Quels chiffres? Isabelle récita une suite de chiffres qu'Henri reconnut immédiatement. Le code d'un coffre-fort à la banque où Élise avait fait un stage. « Franck, j'y vais, » dit l'enquêteur en sortant. Pendant qu'ils attendaient, l'équipe de sécurité terminait le chargement pour le déménagement. La maison sécurisée était prête, avec de multiples issues de secours et une surveillance de pointe. Amélie, épuisée par les événements de la journée, s'était endormie sur le canapé du bureau, serrant toujours son lapin en peluche. Henri la couvrit doucement, remarquant à quel point elle ressemblait à Élise, à cet âge. Le téléphone sonna. C'était la réception de l'hôtel. « Monsieur Dupont, il y a un homme ici qui insiste pour vous voir. Jacques Leclerc. » Le sang d'Henri se glaça. « Combien de temps avant qu'on soit prêts à partir ?» murmura-t-il au chef de la sécurité. « 20 minutes, maximum. »« Occupez-le, » ordonna Henri à la réception. « Dites-lui que je suis dans une conférence importante. » Les minutes suivantes furent un tourbillon d'activités contrôlées et silencieuses. Les enfants, toujours endormis, furent soigneusement déplacés dans une voiture blindée. Les documents essentiels furent sécurisés, les preuves distribuées dans différents endroits sûrs. Lorsque l'ascenseur privé atteignit enfin le rez-de-chaussée, transportant Henri avec Amélie dans ses bras et les gardes avec les jumeaux, Jacques se disputait encore à la réception. À travers les portes vitrées, Henri aperçut pour la première fois l'homme qui avait détruit la vie de sa fille. Grand, bien habillé, dégageant une autorité naturelle et des yeux qui rappelaient à Henri un prédateur calculateur. Un instant, leurs regards se croisèrent. Henri vit l'éclair de reconnaissance traverser le visage de Jacques, suivi de quelque chose de plus sinistre, une promesse silencieuse que ce n'était pas fini. Mais Henri ne resta pas pour en voir plus. Avec une précision militaire, le convoi de voitures quitta l'hôtel par une sortie latérale, disparaissant dans la nuit qui tombait rapidement. Dans la maison sécurisée, après avoir installé les enfants dans leur nouvelle chambre, Henri reçut un appel de Franck. « Nous avons trouvé les documents dans le coffre-fort. » La voix de l'enquêteur était chargée d'excitation. « Henri, c'est bien plus gros que ce que nous pensions. Élise n'a pas seulement découvert ses opérations de blanchiment d'argent. Elle a trouvé des preuves liant Jacques à des disparitions, des meurtres. Garde tout en sécurité, ordonna Henri. Demain, nous commençons la contre-attaque. » Après avoir raccroché, il resta un instant, regardant Amélie dormir dans la chambre voisine. Les jumeaux respiraient doucement dans leur berceau. À travers la fenêtre blindée, la ville scintillait sous le ciel nocturne, apparemment paisible. Mais Henri savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Jacques Leclerc
avait bâti un empire sur les secrets et le sang, et il n'abandonnerait pas facilement ses dernières victimes désignées. La différence était que cette fois, il ferait face non pas à une jeune mère effrayée ou à une enfant seule protégeant ses frères. Il ferait face à Henri Dupont, un homme avec des ressources égales aux siennes, des relations tout aussi puissantes et quelque chose que Jacques n'avait jamais eu, une cause juste. Le téléphone vibra avec un message d'Isabelle Léo. Audience préliminaire fixée pour demain, 9 heures. Il agit vite. Henri sourit sombrement. Jacques voulait une guerre? Très bien. Mais cette fois, ce serait selon les termes d'Henri. Dehors, la neige commença à tomber, rappelant à Henri la nuit où il avait trouvé les enfants. Le destin lui avait donné une seconde chance, une chance de protéger ce qu'Élise avait le plus aimé, d'être le père et le grand-père qu'il aurait dû être depuis le début. Cette fois, il ne faillirait pas. Isabelle Dubois était installée en toute sécurité dans une pièce sécurisée de la maison, ses preuves soigneusement cataloguées par l'équipe juridique. Sa présence était un rappel constant de ce qui était en jeu, non seulement l'avenir des enfants, mais aussi la justice même pour laquelle Élise était morte en se battant. Dans le centre de commandement improvisé au sous-sol de la maison, Henri rassembla son équipe. Avocats, enquêteurs, experts en sécurité, tous soigneusement choisis, tous avec un seul objectif, protéger les enfants et exposer Jacques pour ce qu'il était vraiment. À partir de demain, annonça-t-il, nous lançons notre offensive. Jacques veut utiliser le système juridique? Parfait. Nous allons lui montrer ce que c'est que d'affronter quelqu'un qui peut vraiment se battre. Isabelle Léo hocha la tête, triant ses documents. J'ai préparé les premières réponses, et avec les nouvelles preuves que Franck a trouvées. Non, l'interrompit Henri. Gardez les preuves clés pour le bon moment. Laissez Jacques penser qu'il gagne, qu'il a le dessus. Plus il sera confiant, plus il deviendra imprudent. Franck sourit, reconnaissant la tactique. Comme au bon vieux temps, patron. Laissez l'adversaire penser qu'il gagne jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La nuit avançait et, pendant que l'équipe travaillait aux préparatifs de la bataille juridique imminente, Henri monta vérifier à nouveau les enfants. Amélie était assise dans son lit, contemplant la neige qui tombait dehors. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. Maman disait toujours que la neige était magique, qu'elle pouvait cacher nos traces quand on devait fuir. Henri s'assit à côté d'elle, la serrant contre lui. « Tu n'as plus à fuir, ma chérie. Maintenant, c'est à notre tour de nous battre. » Amélie le regarda avec ses yeux semblables à ceux d'Élise. « Promets que tu ne nous quitteras pas, que tu ne nous abandonneras pas comme tous les autres l'ont fait. »« Je le promets, » répondit fermement Henri. « Je n'abandonnerai plus jamais ma famille. Jamais. » Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville de son manteau silencieux. Quelque part, Jacques Leclerc planifiait son prochain coup, confiant dans son pouvoir et son influence. Mais cette fois, les ombres du passé trouveraient plus que des victimes sans défense. Elles trouveraient une famille unie, protégée par un homme déterminé à réparer les erreurs du passé et à assurer un avenir sûr aux petits-enfants que le destin lui avait rendus. La vraie bataille ne faisait que commencer, et Henri Dupont était prêt à se battre jusqu'au bout. La salle d'audience du palais de justice de Paris était bondée ce matin-là. Un silence tendu emplissait l'air, alors que les personnes présentes attendaient le début de l'audience qui déciderait du sort des enfants. Henri redressa sa cravate, jetant de temps en temps un coup d'œil vers Amélie, qui attendait dans une pièce voisine avec le docteur Martine, protégé du drame qui allait se dérouler. Jacques Leclerc était assis à la table du demandeur avec ses avocats, son attitude détendue dégageant une confiance qui faisait bouillir le sang d'Henri. Comment cet homme pouvait-il paraître si calme après tout ce qu'il avait fait? Maître Isabelle Léo, l'avocate principale d'Henri, organisa soigneusement ses documents. « Prêt ?» murmura-t-elle. « Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. » Henri hocha la tête. Les semaines passées avaient été une montagne russe de préparatifs, de dépositions de témoins et de découvertes choquantes. Franck avait fait un travail extraordinaire, déterrant des preuves que même Élise n'avait pas connues. « Levez-vous » annonça l'huissier.
La Cour d'appel de Paris est maintenant en session. L'honorable juge Catherine Montgomery préside. La juge Montgomery était connue pour son intégrité inébranlable, l'une des rares personnes que Jacques n'avait pas réussi à influencer. Ses yeux perçants balayèrent de la salle d'audience avant de se fixer sur les avocats. Cette cour est réunie pour décider de la garde d'Amélie, Sophie et Maxime Leclerc-Dupont, commença-t-elle. Étant donné la nature sensible de cette affaire et les graves accusations de part et d'autre, je procéderai avec une grande prudence. Maître Reynolds, veuillez présenter le cas de M. Leclerc. L'avocat de Jacques se leva, ajustant son costume coûteux. Votre honneur, mon client est un homme d'affaires respecté, un philanthrope, et plus important encore, le père biologique de 3 enfants qui lui ont été enlevés illégalement. M. Dupont, usant de son influence et de son pouvoir financier, a essentiellement kidnappé ses enfants. « Objection, votre honneur !» interrompit Isabelle. « C'est une description inexacte des faits. »« Maintenu, » répondit la juge. « Maître Reynolds, tenez-vous-en aux faits prouvables. » Pendant 1 heure, l'avocat de Jacques peignit le tableau d'un père dévoué, injustement séparé de ses enfants par une ex-partenaire instable et un beau-père contrôlant. Il présenta des photos soigneusement choisies, des témoignages d'amis sur le caractère exemplaire de Jacques et des registres de dons généreux à des œuvres de charité pour enfants. Henri observait avec un mélange de dégoût et d'admiration à contre-cœur la performance bien rodée. S'il ne connaissait pas la vérité, il aurait pu croire à l'histoire qu'il racontait. Finalement, ce fut le tour d'Isabelle. Elle se leva calmement, ajustant ses lunettes. « Votre honneur, avant de présenter nos preuves, je voudrais appeler notre premier témoin, Carlos Martinez, ancien chauffeur de M. Leclerc. » Jacques bougea imperceptiblement sur son siège, son masque de confiance vacillant un instant. Carlos entra dans la salle d'audience, un homme d'âge mûr avec des cicatrices visibles sur le visage. Après avoir prêté serment, Isabelle commença son interrogatoire. « Monsieur Martinez, combien de temps avez-vous travaillé pour Monsieur Leclerc ?»« 5 ans, madame. J'étais son chauffeur personnel de 2018 à 2023. Pendant cette période, avez-vous eu l'occasion d'observer ses interactions avec Élise Dupont ?» Carlos déglutit difficilement. « Oui, madame. Je les conduisais partout. J'ai vu beaucoup plus que je n'aurais voulu. Pourriez-vous préciser ? Au début, elle semblait heureuse. Mais ensuite, les disputes ont commencé dans la voiture. Il lui serrait le bras trop fort. Une fois, il hésita. « Continuez, monsieur Martinez », l'incita la juge. Une fois, il l'a poussé dans la voiture si fort que sa tête a heurté la portière. Elle était enceinte d'Amélie à l'époque. Il a dit que si elle essayait de le quitter, personne ne la retrouverait jamais. L'avocat de Jacques bondit sur ses pieds. « Objection !»« Oui dire !»« Rejeté !» répondit la juge. Le témoin décrit des observations directes. Pendant 2 heures, Carlos détailla un schéma d'abus et de contrôle qui laissa de nombreuses personnes dans la salle d'audience bouche bée. Il décrivit des nuits où il avait dû conduire secrètement Élise à l'hôpital, des menaces à peine voilées contre sa vie et celle d'Amélie, des rencontres suspectes avec des hommes qui ressemblaient plus à des criminels qu'à des hommes d'affaires. « Et pourquoi témoignez-vous maintenant, monsieur Martinez ?» demanda Isabelle. Carlos toucha ses cicatrices. « Parce que j'ai essayé de l'aider à s'échapper une fois. C'est comme ça que je les ai eus. Et parce que... » Sa voix se brisa. « Parce que la nuit de l'accident, j'ai vu la voiture noire qui la suivait. J'ai reconnu le chauffeur, l'un des agents de sécurité spéciaux de M. Leclerc. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Jacques maintenait une expression neutre, mais ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table. Isabelle fit alors entrer son témoin suivant. Isabelle Dubois, l'ancienne gouvernante, donna un récit poignant de la façon dont elle avait aidé Élise à cacher des documents incriminants, comment elle avait trouvé Élise en pleurs d'innombrables fois, comment elle avait entendu Jacques, au téléphone, ordonner à des gens de s'occuper du problème. La goutte d'eau, raconta Isabelle, c'est quand il a commencé à s'intéresser à Amélie. Pas comme un père, c'était quelque chose de plus sinistre. Élise a alors réalisé qu'elle devait fuir.
Au fur et à mesure que la matinée avançait, Isabelle construisait systématiquement son dossier. Elle présenta des dossiers hospitaliers détaillés sur les blessures d'Élise, des emails récupérés montrant les menaces voilées de Jacques, des images de caméras de sécurité capturant des moments de violence qu'il n'avait jamais su avoir été enregistrés. Puis vint le moment qu'Henri redoutait le plus, la déclaration enregistrée d'Amélie. La salle d'audience regarda en silence la vidéo d'Amélie, assise avec le docteur Martin, décrivant sa vie avec sa mère, la fuite constante, la terreur dans les yeux d'Élise chaque fois qu'elle voyait une voiture noire, et enfin, la nuit fatale de l'accident. « Maman était heureuse ce jour-là, » dit Amélie dans la vidéo, sa petite voix claire mais douce. Elle a dit qu'on rentrait enfin à la maison, que grand-père nous aiderait. Puis, on a vu des phares dans le rétroviseur. Elle a eu si peur. La voiture noire nous a heurtés exprès. Juste avant qu'on ne percute l'arbre, maman a crié « Protège les bébés !» C'est la dernière chose qu'elle m'a dite. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience lorsque la vidéo se termina. Même la juge Montgomery prit un moment pour se ressaisir. Mais Isabelle n'avait pas terminé. « Votre honneur, je voudrais présenter notre dernière pièce à conviction. » Elle fit signe à Franck, qui entra avec un dossier scellé. Ce sont les documents qu'Élise Dupont a rassemblés dans les derniers mois de sa vie. Ils détaillent une opération criminelle massive impliquant du blanchiment d'argent, de l'extorsion et... Elle marqua une pause pour les faits. De multiples meurtres sous contrat. Jacques perdit enfin son sang-froid. C'est ridicule. Ces accusations sont scandaleuses. Monsieur Leclerc, avertit sévèrement la juge. Gardez votre calme ou vous serez expulsé de la salle d'audience. Isabelle poursuivit, implacable. Parmi ces documents, votre honneur, se trouve un enregistrement audio de la nuit de l'accident. Élise, craignant pour sa vie, a activé l'enregistreur de son téléphone. L'appareil a été récupéré dans l'épave. Toute la salle retint son souffle alors que l'enregistrement commençait. Plus vite. La voix paniquée d'Élise. Ils arrivent. Bruit de moteur qui s'emballe, de pneus qui crissent. Maman, j'ai peur. La voix d'Amélie. Ça va aller, ma chérie, on est presque. Oh mon Dieu, non. Métal sur métal, une collision. Ceci est un message de Monsieur Leclerc. Une voix masculine inconnue. Personne ne lui échappe. D'autres bruits d'impact et des cris, puis le silence. Jacques était maintenant pâle, ses avocats chuchotant furieusement entre eux. Henri les remarqua à peine, son cœur se brisant en entendant les derniers moments de sa fille. C'est alors qu'il demanda à parler. « Votre honneur », commença-t-il en se levant. « Je sais que j'ai commis de nombreuses erreurs. J'ai abandonné ma fille quand elle avait le plus besoin de moi. Mon orgueil et mon entêtement m'ont coûté des années précieuses que j'aurais pu passer avec Élise et mes petits-enfants. » Sa voix tremblait, mais restait ferme. « Mais je ne suis pas ici seulement pour chercher la rédemption. Je suis ici parce que 3 enfants innocents ont besoin de protection. Amélie, qui a 5 ans, a montré plus de courage et de force que la plupart des adultes que je connais. Sophie et Maxime, qui ont à peine commencé leur vie et ont déjà connu tant de souffrances. Élise, sa voix se cassa un instant. Ma fille est morte en essayant de sauver ses enfants, en essayant de me les amener. Elle a cru jusqu'à son dernier souffle que je pouvais les protéger. Je ne peux pas la ramener. Je ne peux pas annuler mes erreurs passées, mais je peux honorer son dernier souhait. Je peux donner à ses enfants l'amour, la sécurité et la famille qu'elle a toujours voulu pour eux. » La salle d'audience était silencieuse quand il eut fini. La juge Montgomery l'étudia longuement avant de parler. Cette cour a vu des preuves substantielles d'abus, de manipulation et, plus grave encore, d'implication directe dans ce qui semble maintenant être un meurtre avec préméditation. Monsieur Leclerc, vous êtes par la présente placé en détention. Alors que les officiers s'approchaient de Jacques, elle continua. La garde exclusive et permanente des enfants est accordée à Henri Dupont. De plus, toutes les preuves présentées ici seront transmises au bureau du procureur pour une enquête criminelle.
Jacques fut emmené menotté, son vernis de civilité arraché, hurlant des menaces et des accusations. Mais Henri l'entendit à peine. Ses yeux étaient fixés sur la porte latérale d'où Amélie accourait. « C'est fini ?» demanda-t-elle en se jetant dans ses bras. « On peut rester avec toi pour toujours ?»« Oui, ma chérie, » répondit-il, des larmes coulant librement sur son visage. « Vous êtes à la maison maintenant, pour de bon. » Ce soir-là, dans la maison qui était maintenant vraiment la leur, Henri regarda Amélie jouer avec les jumeaux dans le salon. Pour la première fois depuis qu'il les avait trouvés, elle ressemblait vraiment à une enfant de 5 ans, pas à une adulte miniature portant le poids du monde. Le docteur, Martine, qui était restée pour le dîner, sourit à la scène. « Cela prendra du temps, remarqua-t-elle, mais ils guériront. Les enfants sont incroyablement résilients quand ils se sentent en sécurité et aimés. » Henri hocha la tête, pensant à Élise. Quelque part, il espérait qu'elle voyait ça, qu'elle voyait ses enfants enfin en sécurité et enfin à la maison. « Grand-père » appela Amélie en brandissant un livre. « Tu peux nous lire une histoire ?» Maman lisait toujours avant de dormir. « Bien sûr, ma chérie » répondit-il en s'installant sur le tapis avec eux. Sophie et Maxime rampèrent immédiatement sur ses genoux, tandis qu'Amélie se blottit à ses côtés. En lisant, Henri réfléchit à la façon dont la vie pouvait changer en un instant. Il y a quelques semaines, il était un homme seul, consumé par le regret. Maintenant, il était un grand-père, responsable de 3 petites vies qui avaient transformé son monde. Le processus de guérison serait long. Il y aurait des cauchemars, des moments difficiles et des souvenirs douloureux à affronter. Mais ils y feraient face ensemble, en famille. La neige se mit à tomber dehors, rappelant cette nuit fatidique où 3 petits réfugiés avaient frappé à sa porte. Mais cette fois, au lieu de la peur et du désespoir, la neige portait la promesse de nouveaux départs et de souvenirs heureux à créer. Amélie dormait déjà quand il termina l'histoire, sa petite main serrant le ruban bleu qui avait appartenu à Élise. Les jumeaux s'étaient également assoupis, leurs visages paisibles pressés contre lui. Doucement, pour ne pas les réveiller, Henri prit son téléphone et envoya un message à Isabelle Léo. Préparer les papiers pour changer légalement leur nom de famille en Dupont. Élise l'aurait voulu. La réponse arriva rapidement. Déjà en cours. Et Henri, elle serait fière de vous tous. Henri leva les yeux vers le portrait d'Élise, maintenant accroché en bonne place sur le mur du salon. Sa fille souriait avec ce sourire radieux qui lui manquait tant, le même sourire qu'il voyait sur le visage d'Amélie quand elle était vraiment heureuse. « Merci, Élise, » murmura-t-il, « de m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir confié tes trésors les plus précieux. Je promets que je ne te décevrai pas cette fois. » Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville de blanc. Pourtant, à l'intérieur de cette maison, réchauffée non seulement par la chaleur, mais aussi par l'amour d'une famille réunie, l'hiver semblait lointain. Le cauchemar était terminé. La guérison avait commencé. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait plein de promesses. Le printemps arriva sur la ville, apportant l'odeur des fleurs et des promesses de renouveau. Henri observait depuis le porche les paysagistes mettre la touche finale au jardin de la nouvelle maison, une élégante demeure en banlieue parisienne, entourée d'arbres centenaires et d'assez d'espace pour que 3 enfants puissent grandir libres et en sécurité. « Grand-père !» La voix d'Amélie retentit depuis la cour. « Regarde, les roses qu'on a plantées bourgeonnent. » Henri sourit, descendant les marches pour rejoindre sa petite fille. Amélie était agenouillée près du petit parterre de fleurs qu'ils avaient préparé ensemble, ses yeux brillants d'excitation à la vue des premiers bourgeons rouges. « Elles sont comme celles que maman aimait le plus, » dit-elle doucement, en touchant délicatement un pétale. « Oui, c'est vrai, » acquiesça Henri, se souvenant comment Élise gardait toujours un vase de roses rouges dans sa chambre. « Elle serait si heureuse de te voir t'en occuper. » De l'autre côté du jardin, des cris joyeux éclatèrent. Sophie et Maxime, maintenant âgés de près de 2 ans, venaient de faire leurs premiers pas en même temps, encouragés par leur nounou, Isabelle Dubois,
qui était maintenant un membre permanent de la famille. « Ils l'ont fait !» s'écria Amélie en courant pour serrer ses frères dans ses bras. « Grand-père, il marche !» Henri attrapa son téléphone et enregistra ce moment précieux. Les jumeaux titubant dans leurs premiers pas incertains. Amélie, applaudissant à tout rompre. Le soleil de fin d'après-midi, projetant une lueur dorée sur la scène, comme de la pure magie. Plus tard dans la journée, dans son bureau au nouveau siège de la Fondation pour la protection de la famille Élise Dupont, Henri examinait les derniers rapports. En seulement 6 mois, la Fondation avait déjà aidé des dizaines de familles à échapper à des situations abusives, offrant un soutien juridique, un logement sûr et une chance de repartir à zéro. Maître Isabelle Léo, maintenant directrice juridique de la Fondation, entra avec un dossier de documents. Les dernières familles ont été relogées avec succès, l'informa-t-elle, et le centre de soutien aux enfants est prêt pour sa grande ouverture la semaine prochaine. Henri hocha la tête avec satisfaction. Sur le mur derrière son bureau, une grande photo d'Élise souriante était accrochée, ses yeux doux semblant approuver le travail accompli en son nom. « Comment va Amélie dans sa nouvelle école ?» demanda Isabelle. « Étonnamment bien, » sourit Henri. Après toutes les inquiétudes initiales, elle s'épanouit. Elle s'est fait 2 amis proches et son professeur dit qu'elle est l'une des meilleures élèves de la classe. C'était vrai. Après des mois de thérapie avec le docteur Martine et beaucoup d'amour et de patience, Amélie agissait enfin comme une enfant normale de son âge. Les cauchemars avaient diminué, remplacés par des rêves de jeux ordinaires et d'aventures. Le téléphone sonna. C'était Isabelle, appelant pour dire qu'Amélie était rentrée de l'école et avait hâte de lui montrer quelque chose. « Allez-y, » dit Isabelle en souriant. « Votre famille a besoin de vous. » À la maison, Amélie attendait dans le salon, brandissant fièrement un papier coloré. « Regarde, grand-père, j'ai gagné le prix du meilleur essai de la classe. » Henri examina son travail, intitulé « Ma famille ». Les mots écrits de l'écriture soignée d'Amélie l'émurent profondément. « Ma famille est différente de la plupart. J'ai 2 frères jumeaux qui sont les plus mignons du monde, même quand ils pleurent tous les 2 en même temps. J'ai une nounou qui fait les meilleurs biscuits et raconte des histoires en espagnol. Et j'ai le meilleur grand-père de l'univers, qui nous a sauvés quand nous en avions le plus besoin. Ma maman est un ange maintenant, mais elle veille toujours sur nous depuis le ciel. Parfois, elle me manque, mais je sais qu'elle est heureuse parce que nous sommes en sécurité et aimés. Grand-père dit qu'elle sourit chaque fois que nous sourions, alors j'essaie de sourire beaucoup. Certains pourraient me penser que notre famille est petite ou étrange, mais pour moi, elle est parfaite. Parce que ce n'est pas la taille d'une famille qui compte, mais la quantité d'amour qu'il y a dedans. Et dans notre famille, nous avons assez d'amour pour remplir le monde entier. Henri serra Amélie dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Tu as aimé, grand-père » demanda-t-elle, sa voix petite et pleine d'espoir. « J'ai adoré, ma chérie. Ta mère serait si fière. »« Je sais, » sourit Amélie, ce sourire radieux, si réminiscent de celui d'Élise. Elle est toujours fière de nous, maintenant. Une année s'était écoulée depuis cette nuit de neige où 3 petits réfugiés avaient frappé à sa porte. Une année de défis, de découvertes, de guérison et, par-dessus tout, d'amour. Les jumeaux remplissaient maintenant la maison de leurs rires et de leurs premiers mots, leurs personnalités distinctes émergeant. Sophie, curieuse et déterminée comme Élise, menant toujours leurs petites aventures. Maxime, doux et observateur, toujours prêt pour un câlin. Amélie, sa petite guerrière, avait enfin trouvé la paix. Il y avait encore des moments difficiles, bien sûr, des jours où Élise lui manquait davantage, où les souvenirs du passé projetaient des ombres dans ses yeux. Mais maintenant, elle savait qu'elle n'avait pas à porter ses fardeaux seule. Henri établit de nouvelles traditions familiales. Les dimanches étaient consacrés au pique-nique dans le jardin, quel que soit le temps. Chaque soir, il lisait des histoires aux enfants, comme Élise le faisait. Et aux dates Pemey spéciales, ils allumaient une bougie à côté de sa photo, partageant des histoires et des souvenirs heureux. La demeure qui semblait autrefois vide et froide débordait maintenant de vie. Les dessins des enfants étaient accrochés au mur à côté d'œuvres d'art de valeur,
Les jouets partagèrent de l'espace avec les antiquités, et dans chaque pièce, des photos de famille capturaient des moments précieux de cette nouvelle vie qu'ils avaient construite ensemble. Ce soir-là, après avoir couché les jumeaux, Henri trouva Amélie à son endroit préféré, le banc du jardin sous le vieux chêne. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « À comment tout a changé ?» répondit-elle, ses yeux reflétant les premières étoiles apparaissant dans le ciel. « Avant, j'avais si peur, toujours en fuite, toujours caché. Maintenant, je me sens chez moi. » Elle sourit, se blottissant contre lui. « Tu sais, grand-père, maman disait toujours qu'on trouverait notre endroit sûr un jour. Je pense qu'elle savait que ce serait ici, avec toi. » Henri serra sa petite fille dans ses bras, le cœur débordant d'amour et de gratitude. « Vous trois, vous êtes mon endroit sûr aussi, mes chéris. Vous m'avez tous donné une seconde chance d'avoir une famille. » À l'horizon, le soleil s'enfonça dans des nuances de rose et d'or, peignant le ciel de couleurs rappelant les roses du jardin. Une douce brise transportait le parfum des fleurs et la promesse de nombreux jours heureux à venir. La photo d'Élise dans le hall principal de la maison capturait parfaitement son esprit. Jeune, radieuse, pleine d'espoir. Et maintenant, enfin, Henri sentait qu'il avait honoré sa mémoire, non seulement en protégeant ses enfants, mais en créant un héritage qui continuerait d'aider d'autres familles pour les générations à venir. Amélie bâilla, fatiguée d'une autre journée bien remplie. « Au lit, ma petite !» sourit Henri. « D'accord !» acquiesça-t-elle en se levant. Puis, s'arrêtant à la porte du jardin, elle se retourna avec un sourire qui illumina le monde. « Bonne nuit, grand-père. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus que toutes les étoiles. » Alors que la maison s'installait progressivement dans le calme de la nuit, Henri s'attarda un instant dans le jardin. Une étoile particulièrement brillante scintillait au-dessus, et il sourit, imaginant Élise veillant sur sa famille avec approbation. « Merci, » murmura-t-il dans la nuit, « de m'avoir donné cette seconde chance, de m'avoir confié tes trésors les plus précieux. Je promets que j'honorerai toujours ta mémoire en prenant soin d'eux. » Une douce brise agita les roses rouges, comme si elle saluait doucement en guise d'acquiescement. Quelque part, Henri le savait, Élise souriait. L'avenir s'étendait devant eux, plein de promesses et de possibilités. Il y aurait des défis, bien sûr, mais ils y feraient face ensemble, en tant que famille liée non seulement par le sang, mais par le choix, le pardon et par-dessus tout, l'amour inconditionnel. Les lumières de la maison brillaient de manière accueillante dans la nuit qui s'installait, un phare d'espoir et de sécurité. L'endroit qu'Élise avait si désespérément cherché pour ses enfants était maintenant une réalité. Et bien qu'elle ne soit pas physiquement là pour le voir, son amour et son courage vivaient dans chacun des sourires d'Amélie, chaque pas des jumeaux et chaque moment précieux de cette nouvelle vie qu'ils avaient construite ensemble. Le cauchemar était terminé. Un nouveau chapitre avait commencé. Et cette fois, c'était une histoire d'amour, de guérison et de seconde chance, exactement comme Élise l'avait toujours rêvé pour sa famille.